De diabète gestationnel en 2009 et 2013 avant d'être déclaré diabétique de type 2 en 2014. Notre invité vit depuis quelques mois dans une psychose due à sa vulnérabilité au Covid-19. Elle nous en parle ici en toute franchise. Nous recevons à cet effet un spécialiste endocrinologue pour nous éclairer sur la question. C'est midi en direct sur RT1, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, la fiche de l'invité sous les soins de Marie-Ange Miem et Nafi Touré. Aujourd'hui, c'est midi reçoit celle que ses amis et proches appellent affectueusement la dignitaire pour son grand sens de la générosité. Iré Vanessa Ipouzago est une jeune femme d'une trentaine d'années, mariée et mère de 2 charmantes filles. Diplômée d'un CAP en pâtisserie de l'école de pâtisserie Pâtistef depuis 2009, Madame Ago s'installe 1 an plus tard à son propre compte. Notre invitée est une personne obstinée qui ne recule devant aucun obstacle pour atteindre ses objectifs. Cependant, étant diabétique et face à cette crise sanitaire liée au Covid-19, elle éprouve un grand sentiment d'inquiétude. Elle vient sur le plateau de C'est midi partager ses angoisses, mais aussi pour avoir des réponses aux questions qu'elle se pose. À vous, Jean-Michel. Bonjour Alissa, bonjour docteur Philo, je ne sais pas docteur en quelle spécialité, bonjour mon cher Paulus Agathon. Vous allez tous bien autour de la table? Oui, très Des bien. fans de pâtisserie, de sucrerie, de gourmandise? Qui lève la main? Non, plutôt salé, moi, je suis plutôt Salé, salée. Ouais. Paulus Agathon? J'aime bien le chocolat et un peu de sucrerie ici, ouais. Un peu de sucrerie quand même, voilà, il est sincère. Docteur, et vous? Non, mais rien Votre de tout, faible. rien de tout ça. En tant que spécialiste, nous, au moins, tout ce qui est naturel. Igname bouilli, banane bouillie. Et ça renforce le système immunitaire. Voilà. Et voilà, très bonne humeur, et c'est avec des applaudissements autour de la table qu'on va accueillir notre invité qui nous rejoint, tout en musique. Et voilà. Madame Ago, merci d'être sur le plateau aujourd'hui avec nous et surtout merci de venir partager votre histoire. Elle n'est pas du tout aisée, surtout qu'elle est teintée d'inquiétude, de psychose, de petites peurs et d'un bouleversement aussi du quotidien depuis l'arrivée de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Vous vous sentez bien tout de même? Ça va. Oui, ça va. Allez, tout de suite, docteur Philo, Je vous en prie. votre avis sur le thème de ce jour, cher spécialiste de l'humour. Le thème, je vous le donne tout de suite. Allez-y. C'est diabétique, je vis dans l'inquiétude face au Covid-19. Le thème du jour, selon Dr Philo. Également spécialiste de toutes les maladies. Voilà. Tout à l'heure, quand je venais dans ce studio, mon frère Paulus me disait non, pourquoi la blouse est froissée? J'ai dit, mais nous, on n'a pas le temps de repasser la blouse. Nous sommes toujours au front. Avec cette histoire de Covid-19, là, on est toujours sollicité. Donc, ça ne sert à rien de porter une blouse bien repassée et puis tu ne fous rien. Non, non, non. Nous, on est au front. Nous sommes au front. C'est pourquoi nous disons que quand on parle du diabète et puis du Covid-19, mais attends, excusez-moi, c'est la guerre. C'est la guerre entre deux systèmes. Voilà, en tant que professeur, je le dis, c'est la guerre entre 2 systèmes. Le diabète, je le dis que ce n'est pas une maladie. Le diabète, c'est un diable qui est bête, qui s'attaque à vous. Là, c'est le volet spirituel. Et le Covid-19 qui est un peu scientifique. Donc, la science contre la spiritualité. Voilà que vous convenez avec moi qu'il y a 2 systèmes en guerre là. Et déjà même, dit que, parce que généralement, les spécialistes nous disons que lorsque le système immunitaire est défaillant, est affecté, c'est là que le Covid vient s'installer. C'est trop professionnel pour vous. Me suivez ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, dit que, madame, vous êtes diabétique, c'est la double inquiétude. Si vous devez vous autoconfiner, vous devez vous sur-autoconfiner. Parce que quand on voit les symptômes du diabète, on parle de l'obésité, surpoids. Donc, si possible, prendre des cache-nez de gros poids. C'est-à-dire des cache-nez, doubler même le cache-nez. Parce que c'est ça. Mais en même temps, on dit que c'est vrai que vous êtes inquiète, mais en même temps, prenez toutes les dispositions. Prenez les mesures doublement que possible. Confinez-vous doublement, portez des cache-nez doublement, doublez tout. Mais en même temps, dit aux gens que tout le monde est exposé à cette maladie. Tout le monde. C'est bien dit. Sans exception, il faut le dire. Il ne faut pas dire comme c'est les diabétiques, les palus, tout le monde est exposé. Chacun, à son niveau, doit prendre ses responsabilités, ses dispositions et respecter les mesures de prévention. J'avais 30 minutes, j'en ai fini. Merci docteur. 30 secondes, pardon. Si vous dites docteur ou tradit praticien, enfin. Non, tout long. D'accord, ok. Voilà, j'interviens dans tout. Quelles sont vos inquiétudes face au Covid-19? C'est la question de ce jour, mesdames et messieurs, pour vous, quelque part, à Abidjan ou ailleurs. Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Le diabète, comme c'est une maladie qui est très très grave, ça fait en sorte que le Covid prend le pas sur eux. C'est de faire le test pour voir s'ils sont atteints du Covid ou pas.
Ça fait peur. Moi-même, avec l'hypertension, j'ai peur. Hein. J'ai très peur. J'ai très peur, mais ça fait partie de la vie. Hein. Sinon, ça fait peur. Ceux qui ont une maladie, là, genre tuberculose, si tu atteins de la maladie, là, je ne pense pas que tu vas pouvoir vivre. Déjà, la maladie, quand ça vient, une fois que tu souffres d'une autre maladie et que ça vient, le taux de survie, c'est incertain. Et voilà, nous sommes de retour en plateau, cette fois-ci en compagnie de Madame Vanessa Irié, épouse Ago. Je rappelle que vous êtes pâtissière depuis 11 ans maintenant. Oui. Voilà. Et comment se porte votre activité depuis l'arrivée de cette pandémie? Actuellement, il y a un petit congé. Ah oui, vous avez fermé boutique. Une urgence sanitaire. D'accord. Alors en 2009 et en 2013, vous avez eu, parce que vous avez 2 enfants, il faut dire, un garçon et une fille? 2 filles. 2 filles, d'accord, cool. 2 dots alors. Alors en 2009 et 2013, vous avez eu 2 grossesses. Oui. Des grossesses qu'on pourrait décrire sans se tromper, marquées par un diabète gestationnel. Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment vous les avez vécues? Bon, en 2009, à 3 mois de grossesse, je fais le bilan prénatal et là on voit que le taux de sucre monte un peu, la glycémie monte un peu. Donc on dit bon, un diabète gestationnel, mais pas grave puisque c'était vraiment dans la limite. Donc tout s'est bien passé jusqu'au 9e mois, j'ai pu avoir bébé normalement. Ça s'est bien passé. Y avait-il des symptômes particuliers à ce La prise de poids. La prise de poids. C'est une prise de poids démesurée? Voilà. J'ai pris plus de 20 kilos. Hein. Plus de 20 kilos? J'ai eu bébé à 98 kilos. J'ai pris la grossesse à 57 kilos. J'étais vraiment toute fine. Oula. Donc j'ai fait bébé à 98 kilos pour la première grossesse. Et votre bébé, il avait combien de kilos? La première grossesse, elle avait 3 kilos 200. Et la deuxième? 4 kilos 300. J'ai fait bébé à 101 kilos. Wow. Et il y a des risques énormes pour la santé? Oui, moi-même pour ma santé. Parce qu'au cours pendant l'accouchement, on ne peut pas... Non, même à la deuxième grossesse, là, déjà, même le gynécologue il a refusé l'accouchement par voie basse. Il dit césarienne ou rien. Parce qu'à 8 kilos, déjà, il y avait le ventre vraiment... Les échographies estimaient déjà le poids de bébé à 3 kilos 700. La dernière échographie, une semaine après la césarienne, j'ai fait bébé à 4 kilos 300, alors qu'elle estimait déjà la grossesse à 3 kilos, bébé à 3 kilos 700. Donc, j'ai eu bébé à 8 mois, 3 jours. Elle faisait 4 kilos 300. Et est-ce que les symptômes disparaissent après la grossesse ou ils sont persistants dans la suite? En tout cas, pour ma part, après la grossesse, plus de signes. Il y a la glycémie qui descend. 2 à 3 jours déjà, il y a la glycémie qui commence déjà à prendre sa place normalement. Ça a été pareil pour la première et la deuxième grossesse. Oui. Alors en 2014, c'est-à-dire 1 an après votre deuxième grossesse, après avoir obtenu votre deuxième fille, vous découvrez par le moyen de tests que vous êtes diabétique de type 2. Oui. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette forme de diabète? Bon, le diabète de type 2, je prends une personne diabétique de type 2 qui présente un diabète de type 2 ne dépend pas de l'insuline. Puisque tu arrives à sécréter l'insuline n'est pas en quantité suffisante. Donc déjà, tu ne dépends pas de l'insuline. Tu peux, avec un peu de sport, un bon régime alimentaire, déjà, tu peux t'en sortir. Et au quotidien, comment vous vivez cet état de diabétique de type 2? Bon. Y a-t-il des symptômes gênants? Oui, il y a la fatigue. La fatigue quotidienne. Ça, quand tu te sens vraiment fatigué, c'est qu'il y a un problème. Tu dois chercher à vérifier ta glycémie. Donc, la fatigue, arrivé à un certain moment, ça fait partie de ton quotidien. Donc, tu n'as même plus l'envie de dire, parce qu'à chaque fois, tu te mets à répéter, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Donc, ton entourage, déjà, sait plus ou moins ce que tu ressens. Donc, pour finir, tout le monde sait que la fatigue fait partie de ton quotidien. Donc, on vit avec. Au-delà de la fatigue, y a-t-il d'autres caractéristiques? Non, pour moi, ça va. Il n'y a pas le manque d'appétit? Non. Non. Avez-vous déjà fait, depuis 2014, enfin jusqu'à ce jour, une crise particulière? Est-ce qu'il y a des crises? Oui. En 2019, le 2
2 mars, dans la nuit du 1er au 2 mars, j'ai fait une hypoglycémie. La journée, ça allait. Petite indigestion à 20h. À 2h du matin, je ne ressens plus rien. J'arrive à parler, mais je ne ressens plus mon corps. Je suis descendue jusqu'à 0,23. Donc là, déjà, même 0,23, ce n'est pas bon. Pour une personne diabétique, 0,23, ce n'est pas bon. À 0,23, on est pas loin de... C'est trop bas. On parle d'hypoglycémie. Et là, je crois même qu'on doit se méfier plus de l'hypoglycémie que de l'hyperglycémie. Parce que l'hypoglycémie a tendance à détruire certains organes. Donc, rapidement, le lendemain, on me fait un bilan. Et lorsque vous ne sentez plus vos membres, vous êtes dans un état conscient ou oui. Consciente, mais incapable d'avoir des sensations. Vous Donc, sentez lourde. Je ne sens plus mon corps. Plus rien. Oula. Je ne sens plus mon corps. Je ne sens plus mon corps jusqu'à ce que ma petite soeur vienne. Qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne sens plus mon corps. Donc là, rapidement, on s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça a été quoi à l'hôpital, le verdict, les mots du médecin? Le médecin m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Donc rapidement, puisque j'ai appris à connaître mon corps, donc je savais plus ou moins ce qui n'allait pas. Je disais tout le temps aux enfants, le jour où vous voyez maman qui tombe, c'est qu'il y a problème. Cherchez un peu de sucre, tu cherches du sucre, tu mets dans l'eau, tu donnes à maman. Que c'est que maman a besoin de sucre. Donc, je savais plus ou moins ce que j'étais en train de vivre. Je savais que j'étais en train de faire une hypoglycémie. Donc, rapidement, j'explique rapidement au médecin qui vraiment, je tenais vraiment à dire merci à ce médecin. Parce que il a agi vraiment rapidement. Très rapidement, spontanément. Très rapidement. Et efficacement aussi. Oui. Très rapidement. Il a su de quoi ça parlait. Ils ont commencé à me remonter. Et là... Et ce genre de crise-là, vous n'en avez fait qu'une seule? Qu'une seule fois. Et là, même, je ne veux même plus. Personne ne peut souhaiter, en tout cas. Alors, 2020, donc je veux dire 6 ans quasiment après l'année où vous avez découvert ce diabète dont vous souffrez, vous, comme tout le monde, vous apprenez l'entrée de la maladie, de la pandémie, du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et via les informations, il y a un fait tout de suite qui vous inquiète, qui vous trouble. C'est celui d'apprendre qu'on a un cas en Côte d'Ivoire, un cas de décès suite au Covid-19 qui souffrait de diabète. Oui. C'est là où tout a commencé pour vous. Oui. La suite, on va la voir juste après ça. C'est la publicité. À tout de suite, mesdames et messieurs. Les diabétiques font partie des personnes vulnérables au Covid-19 depuis qu'elle a appris, Madame Ago, qui est diabétique de type 2, se confie sur le plateau de ces midis aujourd'hui. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Madame Ago, nous le disions avant la pub, vous avez appris donc dans les infos qu'il y avait un premier décès de Covid-19 en Côte d'Ivoire qui était diabétique. Par la suite, il y a eu d'autres informations aussi sur des chaînes nationales et internationales qui vous ont permis de, disons, on va dire, qui vous ont conforté dans votre inquiétude, due à la maladie dont vous souffrez. Nous en revenons donc sur ces moments-là. D'accord. Donc, j'apprends comme toutes les personnes qu'il y a un nouveau cas. Il y a un cas en Côte d'Ivoire. Donc là, ouf. On avait tendance à dire leur truc. Ce n'est plus leur truc. Vous pensez que le Covid à cette époque était une maladie pour asiatiques, occidentaux Au fait, quand tu vois un peu, plus on te parle un peu des personnes diabétiques, tu pries Dieu, tu te dis non, tu n'as pas le droit d'arriver ici. Hein. Nous sommes ici, là, tu n'as pas le droit d'arriver. Donc, c'était un peu la prière. Mais un soir, on apprend que la Côte d'Ivoire a son premier cas. OK. La peur, l'angoisse, moment de moi-même diabétique, moment d'une fille asthmatique, déjà, ça fait 2 personnes vulnérables. Donc, j'ai vraiment eu peur. Au point où j'ai fait pratiquement 3 semaines sans pouvoir dormir. Sans somnifère, je ne fermais pas les yeux. Oula. Je restais éveillée jusqu'à 2 heures. Tu vas un peu sur Google, tu essaies de faire un peu de quelques recherches pour voir si tu as cette maladie, comment tu fais? Donc, comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au point où tu n'as même plus envie d'appeler tes proches qui savent que tu as la maladie. Parce que moi-même, je pensais à toi avec le truc là, avec le Covid là. Ah, vraiment, je pensais à toi. Et quand j'ai appris même, j'ai eu peur pour toi. C'est à toi même que j'ai pensé.
Et pourtant, on est tous exposés. Voilà. Ouais. Mais comme c'est dit diabétique, asthmatique, bon, on vous a donné un nom personne vulnérable. Donc, en tant que personne vulnérable, tout le monde pense à toi. Donc, moi, de nature, j'aime pas faire pitié. J'aime pas faire pitié, j'aime toujours faire envie. Donc, j'aime pas qu'on pense de moi tout le temps. Donc, je préfère ne plus. Tu m'appelles, tu me dis, ah, j'ai pensé à toi. Et tout compte fait, tu bois, tu meurs, tu bois pas, tu meurs. On doit mourir de quelque chose. Donc, mais au fond, je sais ce que je ressens. Mais je n'ai pas envie de partager ça, de mettre les gens mal à l'aise avec ça. Donc, vos nuits étaient troublées, difficile de trouver le sommeil. Vraiment. Il vous fallait forcément des somnifères pour y arriver. Donc, pendant 3 semaines. Vous avez perdu aussi l'appétit dans cette période-là? L'appétit, là, c'est pas trop truc, mais bon. D'accord. Deux fois, on se console aussi avec la nourriture. Donc, on essaye de faire avec. Mais vraiment, les temps les plus difficiles, c'est la nuit. Tout le monde dort. Toi, maintenant, tu te rappelles que là, voilà, tu es un cas vulnérable. Alors, est-ce qu'il y avait des mesures particulières que vous avez prises personnellement pour vous mettre en sécurité face au risque que présentait cette situation? C'était immédiat. Gel. Comment on appelle, le seau devant la porte. Avant de sortir, je ne sortais pratiquement pas, mais les quelques fois où je devrais sortir, je devrais désinfecter d'abord les portières de la voiture. Je nettoie mon volant, je nettoie tout. Vous étiez devenu une maniaque de la propreté. Voilà, je n'envoie même plus la voiture chez le laveur. Faut pas, il va tousser sur mon volant, faut pas, il va tousser pour me donner des problèmes. Donc, je gardais la voiture comme ça, tu essaies de nettoyer un peu, tu sois avec, tu essaies de nettoyer un peu, tu sois avec. Donc, c'est comme ça que vous avez... le quotidien. Et là, c'est des mesures que vous ne pratiquiez pas avant qu'on ne dise que le diabète était vulnérable face à la maladie. Vous ne nettoyez pas le volant avant, hein? Non, avant, tu ne nettoies pas ton volant. À moins que si tu quittes chez le mécanicien, il y a un peu d'huile de moteur, tu prends ton chiffon, tu nettoies un peu, puis tu t'envoies la voiture au lavage. C'est un peu ça. D'accord. Mais pas aussi strict, quoi. Pas de mesures, ces trucs. Pas de souci. Alors aujourd'hui, est-ce que je veux dire, en termes le degré d'inquiétude que vous avez, est-il toujours haut? Parce qu'on a des chiffres, des statistiques, les cas des malades du Covid-19 qui continuent de monter. On a des décès encore. Est-ce que tout ça, je veux dire, renforce votre psychose? Bon, moi, pour ma part, j'ai eu une thérapie gratuite. Hein. Je me lève, j'ai envie de prendre un peu d'air, je vais chez une copine. Donc là-bas, je suis en train de bavarder avec ma copine et puis je lui dis, mais et Tanti? Tanti, c'est sa grande sœur qui vit en France. Donc je demande après Tanti, Tanti, elle va bien, Tanti? Elle me dit, ah, je ne t'ai pas dit. Il y a Tanti qui a eu le corona. Je dis, quoi? Tanti a eu le corona. Tanti est diabétique. Et puis Tanti a plus de 50 ans. Donc, il y a un problème. Elle me dit, non, mais ça va. Ça va. En tout cas, ça n'a pas été facile, hein, mais ça va. Aujourd'hui, elle va bien. Elle suit une rééducation. Ça va. Qu'elle n'arrive pas à bien parler, mais ça va. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des effets... Donc, là, j'ai fait un petit sourire. Puis j'ai dit, non, je ne souris pas pour la maladie de Tanti. Hein. Non, on ne pense pas que je souris pour la maladie de Tanti. Mais ce que tu viens de dire là, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça me réconforte. Parce que ça fait plus de 3 mois que dans les médias, partout, on a vraiment l'impression qu'une personne diabétique ne peut pas guérir du corona. Donc, du coup... Cette image de fatalité. Voilà. C'est comme une lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir. Même quand tu vois un peu, tu te dis, c'est compliqué, mais ça peut se faire. N'empêche que vous avez gardé toujours cette vigilance maximum au quotidien. Maximale. D'accord. Votre cas est assez inspirant, mais aussi c'est une très belle perche tendue pour nous aider à donner suffisamment d'informations sur cette question-là aux personnes diabétiques, mais pas seulement. Nous allons recevoir, mesdames et messieurs, le docteur Boadi Innocent, qui est endocrinologue au service des urgences du CHU de Cocody et qui nous rejoint maintenant sur le plateau. Docteur, un micro pour vous. Bonjour et merci pour votre temps, bienvenue. On garde la distance des 1 mètre. Parce que vous êtes au contact avec les malades. Alors, docteur, dans l'histoire de Madame Ago, elle a mentionné le fait d'avoir fait 2 diabètes gestationnels. Première question, peut-on faire un diabète gestationnel sans être diabétique? Oui, il est possible. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence. Le diabète, c'est une maladie chronique.
Donc, une personne diabétique peut tomber enceinte. Il y a aussi des personnes qui ont des facteurs de risque. Ces personnes-là développent malheureusement un diabète sur grossesse, mais quand il est bien suivi, ce diabète, il guérit, n'est-ce pas, après l'accouchement. D'accord. Alors pourquoi les diabétiques font-ils partie des personnes dites vulnérables face au Covid-19? C'est une question qu'on se pose tous, avec acuité d'ailleurs aussi. Effectivement, depuis l'avènement de cette maladie Covid-19, beaucoup de choses se sont dites. Mais il faut dire que cette maladie-là n'est pas forcément spécifique aux diabétiques. Toute personne peut faire le Covid-19. Effectivement. Oui. Seulement que quoi? Seulement que le diabétique est une personne vulnérable du fait que sa maladie entraîne une baisse de l'immunité. Bien évidemment, quand l'immunité est basse, si jamais vous attrapez le Covid-19, cela peut entraîner des formes graves. Cela ne veut pas dire que c'est une maladie qui est faite de façon spécifique pour les diabétiques. Non. D'accord. Ok, oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le diabétique est héréditaire? Oui. Il y a aussi un facteur d'hérédité dans le diabète. Est-ce que si deux personnes diabétiques décident de faire un enfant, il y a un traitement à suivre pour ne pas que l'enfant soit diabétique à la naissance? Alors, ce n'est pas une maladie transmissible. Ou même si les deux patients, enfin, les deux parents ne sont pas forcément diabétiques, on peut avoir un parent non diabétique et peut-être un autre diabétique. Y a-t-il des risques pour accompagner la question de... Alors, ce n'est pas une maladie transmissible. Donc, deux parents diabétiques peuvent avoir un enfant sans que cet enfant-là devienne diabétique. Ce n'est pas une maladie transmissible. Ça, il faut pouvoir le préciser. Mais si on est inquiet, est-ce qu'on peut suivre un traitement particulier pour empêcher, pour amener au risque zéro la possibilité de l'enfant de contracter un diabète? Tout à l'heure, je l'ai dit une fois de plus, ce n'est pas une maladie transmissible. Cependant, ça ne veut pas dire que cet enfant qui naît là ne peut pas faire le diabète. Le plus important, c'est d'abord le suivi. Il faut un très bon suivi, du côté de la mère surtout, quand elle est enceinte. Et puis après l'accouchement, c'est de confier cet enfant à un pédiatre pour le suivi. Mais comment est-ce qu'un couple doit se comporter quand, par exemple, moi et ma femme, on veut faire un enfant, mais on est inquiet? Quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour que l'enfant même soit à l'abri même de ce diabète-là? Il n'y a pas de disposition particulière. C'est un coup de chance, un coup de dé qu'on jette. Effectivement. Il n'y a pas vraiment de disposition particulière à prendre. Le plus important, c'est surtout au niveau de la mère. Il faut préparer la conception chez la femme diabétique. Ça voudrait dire quoi, de façon pratique? Ça veut dire qu'on doit pouvoir l'équilibrer. Nous faisons des examens de suivi, des examens de surveillance, notamment l'hémoglobine glyquée. Et l'idéal, c'est d'avoir cette valeur en dessous de 6,5% sur de long terme pour pouvoir apporter une bonne conception chez cette dame. C'est vrai qu'on a fait un peu de fixation sur les diabétiques, parlant de personnes dites vulnérables, je dirais, face au Covid-19. Est-ce qu'il y a eu d'autres... elle a évoqué sa fille asthmatique. Les asthmatiques sont-ils aussi de cette liste-là? Pour l'instant, il faut dire qu'une étude a été réalisée à Rouen en début de l'épidémie, qui a été publiée donc, par la Société francophone du diabète en mars dernier. Il y a eu 48% des personnes admises en hospitalisation. Ces personnes étaient porteuses du diabète et des maladies cardiovasculaires. Pour l'instant, on n'a pas encore cité des personnes qui sont, n'est-ce pas, porteuses de l'asthme. Mais je le répète une fois de plus, c'est une maladie ubiquitaire. Nul n'est à l'abri de cette pathologie. D'accord. Alors, parlons du diabète de type 2. Je pense qu'il existe aussi un diabète de type 1. Vous êtes endocrinologue, donc c'est une question que vous maîtrisez parfaitement. Quels sont les petits mots déjà que vous pouvez nous dire pour nous faire comprendre ces deux maladies-là, le diabète de type 1 et de type 2? De façon générale, le diabète est classifié en 4 grands groupes. On va aller doucement. Il y a le type 1, c'est le diabète de l'enfant. Très souvent, c'est le sujet jeune, donc qui est maigre. Il y a le type 2, qui est le diabète du sujet mature, du sujet d'âge mûr, qui est le sujet plus souvent qui est en obésité ou en surpoids. Il y a le diabète de la femme enceinte. Et puis, malheureusement, il y a des personnes qui peuvent être diabétiques, n'est-ce pas, à la suite de certains phénomènes de la vie, notamment la prise des médicaments tels que le corticoïde. D'accord. Mais le diabète le plus fréquent, autour de 90%, c'est le diabète de type 2. Le diabète de l'âge mûr qui survient le plus souvent autour de 40 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il existe des facteurs de risque. Et le facteur le plus important, c'est la prise de poids. Un individu qui rentre, n'est-ce pas, en surpoids ou en obésité peut développer un diabète de type 2. Mais on ne prend pas, enfin, on ne fait pas un surpoids comme ça, je veux dire, de façon... Il y a toujours une raison derrière une prise de poids, non? Bien sûr. C'est surtout la prise calorique, c'est l'alimentation qui fait prendre du poids. Vous savez, il faut pouvoir contrôler l'alimentation. Il faut pouvoir... Qu'est-ce qu'il faut éviter, essentiellement? Alors, pas éviter, mais il faut pouvoir réduire les aliments qui peuvent faire grossir, notamment le sucre rapide. Il faut aussi réduire le gras. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut pouvoir pratiquer une activité physique régulière. Il faut pouvoir aussi se peser, voir si on ne prend pas de poids. C'est très important.
Madame Ago, est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien entre la pâtisserie, ce métier que vous faites, et la prise de poids qu'on vient d'évoquer vous n'êtes pas très friande de sucre, de gras? Non. Non. D'accord. Alors, docteur, vous savez, j'imagine qu'il y a plusieurs diabétiques qui nous regardent et qui peuvent sûrement s'inquiéter face à cette situation-là. Quels conseils d'usage pourriez-vous leur donner face à la pandémie, au Covid-19? Y a-t-il une hygiène de vie particulière? Y a-t-il des précautions qu'il faut prendre quand on sait déjà qu'on a un système immunitaire qui est affaibli par rapport aux autres? Alors d'abord, c'est de respecter les mesures barrières qui ont été déjà édictées par le gouvernement ivoirien. Ça, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et ensuite, c'est de faire en sorte de contrôler régulièrement la glycémie. C'est de rester à l'équilibre. Vous savez, quand on donne un traitement à un diabétique, on lui fixe un objectif. Et nous appelons toujours les diabétiques à faire en sorte qu'ils soient toujours équilibrés. Quand ils ne le sont pas, il faut rapidement contacter son médecin afin de revoir vos doses de médicaments, revoir vos posologies pour mieux vous équilibrer. Tant que le diabétique est bien équilibré, il est comme tout individu, donc il n'a pas de crainte à se faire. Malheureusement, quand il est déséquilibré, alors en ce moment-là, il devient plus vulnérable et donc sujet aux formes graves de la maladie. D'accord. Ça, c'est pour les diabétiques. Alors, et les prédiabétiques, moi, j'ai profité pour me confesser souvent. Vous avez parlé de 40 ans, bientôt j'aurai 40 ans. Tu ne dis pas pour toi. Alors, quelles sont les prédispositions vraiment? Bientôt j'aurai 40 ans, vous avez parlé de 40 ans. Pour éviter, franchement, j'ai peur. Est-ce que vous avez déjà fait un test, un examen? Diabète là. Est-ce qu'on fait des bilans de santé déjà? Nous, on est là même, c'est Dieu qui nous sauve. C'est ça, il s'est dit. Il n'a qu'à nous dire quelles sont les dispositions que je dois prendre. Docteur, c'est une Alors, question. il doit d'abord consulter, n'est-ce pas? Et à la suite de la consultation, on lui fera un bilan. Et puis, à l'issue du bilan, on lui donnera des conseils. Mais de façon vraiment générale, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas prendre trop de poids. D'accord. Okay. C'est de contrôler d'abord votre alimentation. Il faut mesurer ce qu'on mange. Il faut éviter de grignoter. Il faut réduire le sucre rapide et le gras. Ah, il faut éviter de grignoter. Grignoter. Alors, le sucre rapide, je vais prendre l'exemple simple. Je suis un peu concerné. C'est le soda. Vous voyez un peu les aliments de soda, les aliments de la pâtisserie, de la viennoiserie. C'est le sucre rapide. Quand on en prend, la glycémie monte rapidement dans le corps. Moi, mais quand il va dans l'anniversaire, gâteau, il ne mange jamais même. Non, c'est la croquette là. D'accord. Et ensuite, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Ça, c'est très important. Madame Ago, est-ce que vous parvenez à faire du sport d'une certaine façon? Quel genre d'activité avez-vous? Moi, je fais la danse. La danse en salle. Kizomba, j'imagine. Oui. Ah, d'accord. C'est un bon exercice, docteur? Oui, très bon exercice. Okay. Arrêtez de danser. Encouragez surtout. Je pense que j'en aurais besoin, surtout moi qui suis très catastrophique en matière de danse. Allez. Alors, ayant écouté son histoire, je crois que son histoire est peut-être spécifique, avez-vous quelques conseils particuliers à lui donner pour qu'au sortir de cette émission, elle soit sans plus aucun stress, sans plus aucune inquiétude? Alors, il faut d'abord enlever cette psychose autour des diabétiques. Depuis l'avènement de cette pathologie Covid-19, les diabétiques ne sortent plus de leur maison, ils sont anxieux, ils sont stressés. Or, le stress, malheureusement, peut augmenter la glycémie chez ces personnes-là. Il faut juste les rassurer. Leur dire de faire en sorte d'avoir le traitement adéquat, un bon traitement. Faire en sorte de prendre ces médicaments. C'est d'appeler son médecin. Rester en contact avec leur médecin traitant. Bien sûr. Et puis, c'est surtout d'observer les mesures barrières. Voilà. Le diabétique est comme tout autre. Il n'est pas différent. Donc, il doit faire en sorte de pouvoir avoir avec lui les armes pour lutter contre, n'est-ce pas, la contamination au Covid-19. D'accord. Docteur Boadi Innocent, je rappelle, endocrinologue au service des urgences du CHU de Cocody. Comment ça se passe? Comment vous vivez aujourd'hui cette réalité Covid-19 sur le terrain? Les heures d'activité ont grimpé, la fatigue, ou tout va un peu mieux pour le mieux? La peur aussi, la crainte. Alors, de ce côté-là, je pense qu'avec notre patron, le professeur Oro, on a su, n'est-ce pas, mettre en place un programme qui est vraiment assez bien, qui est bien détaillé, un programme qui fait en sorte qu'on puisse tourner, n'est-ce pas, avec les effectifs. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, pas trop de surfatigue. Ok, merci beaucoup. En tout cas, à travers vous, on remercie tout le corps médical de Côte d'Ivoire pour tous les efforts que vous faites, tous les sacrifices que vous consentez pour notre mieux-être et surtout pour résister, surtout triompher face au Covid-19. Merci, docteur Boadi Innocent. Pardon, oui, allez-y pour un dernier mot. Une fois de plus, dit aux diabétiques de pouvoir ne plus avoir peur. Il faut qu'ils sortent de cette psychose-là. Ils sont comme tout le monde. Ce que nous leur demandons, c'est juste d'adopter les consignes, n'est-ce pas, et les recommandations du médecin. D'accord. Merci beaucoup. Et puis voilà, nos salutations à vos collègues. Et très très bonne journée. Merci d'être passé sur ce plateau, docteur Boadi. Voilà. Madame Ago, comment vous sentez après cet échange avec le docteur? Bien. Réconforté. D'accord. Est-ce que vous avez envie de dire aussi un petit mot à tous ceux qui, comme vous, se retrouvent dans cette situation avant la fin de cette émission? Oui, dans un premier temps,
Je voulais lancer un appel à nos médias. On nous donne la cause des décès. Mais ce serait plus intéressant de nous dire au moins qu'il y a une personne, parmi les guéris, on nous dit 40 guéris, 2 personnes diabétiques, 2 personnes hypertendues. On nous donne certains chiffres. Ça vraiment, ça rebooste. Parce que quand tu es là, tu es crispé. Bon, tout le monde... Ça pourrait aussi inquiéter. Hein, si, c'est ça aussi. Il y a aussi un effet contraire qui peut arriver. Moi, je préfère qu'on ne dise même pas qui est diabétique ou pas. Donc, dans ce cas, on ne dit plus, on ne donne plus la nature des décès. Des décès. Voilà. Je crois que c'est plus sage. D'accord. En tout cas, merci, on a adoré votre franchise et surtout, merci d'être venu nous raconter votre histoire sans filtre, voilà, sans vous économiser. On a énormément apprécié, vous avez toujours gardé le sourire, hein, même en parlant de vos difficultés. À vous. Elle est belle. Pardon. Elle est très belle parce que, effectivement, malgré le diabète et la beauté, on pourrait dire peut-être que le diabète est joli à Abidjan. Hein. C'est le sucre, c'est l'effet du sucre. On finit donc cette conversation avec beaucoup d'humour. Allez, on embrasse vos 2 filles et toute la famille. Voilà, restez forts et oubliez surtout ce stress et cette peur. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On reçoit juste après Madame Ago, notre docteur, pour évoquer la question Covid-19. Vous avez des questions ici qui vont trouver réponse. On se retrouve juste après la page publicitaire. Bonjour Tanti, s'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, quand tu n'as pas un compte Move Money, il faut acheter une unité avec ça, c'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Et voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nous allons accueillir maintenant notre docteur Linda Caboret pour répondre à toutes vos questions liées à l'actualité Covid-19 qui évolue chaque jour, même au niveau des chiffres, n'est-ce pas, mon cher Paulus Agathon? Tout à fait. On a vu Philo qui voulait voler la vedette à docteur Caboret. Dès que tu as dit docteur, il est passé devant la caméra. Il a toujours une façon de se faire remarquer, ce monsieur. C'est clair. Alors, ce qui concerne les chiffres, il faut dire qu'à ce jour, notre pays a enregistré 1432 personnes testées positives au Covid-19, desquelles il faut soustraire 693 personnes guéries et 17 décès, ce qui porte à 722 le nombre de cas actifs, donc le nombre de personnes en traitement. Voilà. D'accord. Et vous avez pu récupérer aussi une dizaine de questions, j'imagine, pour notre docteur Linda Caboret qui nous rejoint, docteur en pharmacie. Bonjour, docteur Caboret. Ça va très bien et vous-même? D'accord. Je vois qu'il y a des confrères en face. Elle parle de vous en qualité de confrère. Ah oui. Ça devrait vous honorer. Mais un confrère, la blouse ouverte et tout ça, c'est... Et la blouse ouverte et froissée. Non, mais je l'ai dit à l'entente, j'ai dit qu'on est beaucoup sollicité, on n'a pas le temps de les passer. Si vous avez la blouse ouverte, la blouse ne peut pas vous protéger parce que vous allez recevoir tout sur vos vêtements en dessous. La blouse protège, vous protège et protège le malade. Bon, excusez-moi madame, je suis un comédien. Alors moi c'est juste pour voilà. C'est juste une mise en scène. Il fallait que ça arrive à ce moment dans l'émission. Ça me dépasse. Allez, docteur Linda Caboret, merci de toujours nous ramener cette pointe d'humour sur le plateau de ce midi. On va maintenant adresser des questions hyper sérieuses, celles posées par nos internautes sur le Covid-19. Oui, avant d'aller sur les questions des internautes et de voyager, parce qu'aujourd'hui on va voyager, tout à l'heure notre invité parlait de sa fille qui est asthmatique. Je sais que le docteur Caboret est également asthmatique. Comment elle fait pour gérer cette crise de Covid-19 en dehors des mesures barrières? Mais comment vous avez fait par son bilan Voilà, je ne sais pas. Vous voyez en dehors de l'émission. Elle a déjà évoqué. Non, je l'ai dit plusieurs fois à cause des masques. D'accord, ok. Asthmatique et claustrophobe. Ça nous rassure, on aurait pensé à un collègue trop curieux. Non, c'est parce que les gens pensent que quand on est asthmatique et tout, on ne peut pas supporter le masque. Mais de temps en temps, il faut pousser, respirer plus par en bas que par en haut. Vous le tirez un peu et vous respirez parce qu'il arrive un moment quand vous êtes totalement masqué, où vous êtes essoufflé et on souffle du gaz carbonique et c'est votre gaz carbonique que vous respirez. Donc de temps en temps, il faut laisser rentrer l'air frais. Donc
la personne qui est asthmatique, déjà, un asthmatique, il ne faut pas balayer devant la personne, etc., etc. Moi, je recommande de faire des inhalations actuellement parce que la poussière qu'on reçoit, la pollution qu'on reçoit, les gaz de voiture, enfin la pollution. Quand vous parlez d'inhalation, vous parlez du petit tube qu'il faut mettre ou d'autre chose, d'un exercice particulier? Corona a fait que chacun se rappelle qu'avant, sa grand-mère lui faisait bouillir une casserole et il se mettait la tête sous la casserole avec ce qu'il faut dans la casserole. On fermait, on inhalait et on respirait. Cela permet de retrouver aussi, d'ouvrir et de nettoyer, désinfecter si vous voulez, protéger, retrouver son souffle. Mais ça ne l'empêche pas de mettre un masque, de respirer de temps en temps. De toute façon, vous avez vu, de temps en temps, je fais ça pour pouvoir retrouver mon souffle. Vous oxygénez un tout petit peu? Oxygéné. D'accord. Pur. Ok. De l'oxygène pur. D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons voyager. Je propose d'aller à Madagascar, où on va rejoindre le président Rajolina pour savoir ce qu'il en est de l'évolution du Covid organique, le remède trouvé par Madagascar pour lutter contre le Covid-19. Vous avez des contacts, hein, mon vieux? C'est l'envoyé spécial. En tout cas, le président malgache est à féliciter. Est à féliciter parce qu'il a cru en sa médecine traditionnelle, il a cru en la pharmacopée. Ce n'est pas un nouveau produit. Pour revenir à... Il est à féliciter, pourquoi? Les Chinois, Madagascar est l'un des premiers producteurs, exportateurs d'artémisia. Quand la crise de Corona, quand Corona est apparue, les Chinois n'ont pas arrêté de commander de l'artémisia à Madagascar. Et pourtant, j'ai lu un document dans lequel, sur l'histoire de l'artémisia, il était dit que c'est une plante qui était anciennement ou traditionnellement cultivée en Chine il y a de longues années. Je reprends l'histoire alors, complète. Okay. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je peux reprendre. Faites un résumé. Donc, l'artémisia existe est utilisée depuis plus de 2000 ans. Et elle était cultivée en Chine. Et les chercheurs chinois avaient remarqué que dans les zones où c'était cultivé, il y avait très peu de malaria. Donc, ils ont fait des recherches et ils ont extrait les principes actifs. L'artémisia contient plus de 20 principes actifs. Donc, ils ont extrait et c'est ce qui a donné les comprimés que nous prenons aujourd'hui. Ils ont extrait l'artémisine, les artésunates et tout ça. Ça vient de l'armoise ou Artemisia annua ou afra, qui sont deux variétés différentes. Ensuite, cette plante est cultivée partout en Afrique. Il y en a partout en Côte d'Ivoire. Il y a des champs, mais ils ont été dévalisés à Abidjan. Autant je ne parlais pas avant parce qu'il y a eu la folie des feuilles de Nîmes, mais c'est aussi la folie de l'artémisia. Donc, l'artémisia est utilisée aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC. Donc, je reviens sur l'histoire de nos jours. D'ailleurs, celle qui a fait cette découverte, ce médecin chinois a même eu le prix Nobel pour cette révolution. Et c'est là qu'on a arrêté de consommer de la chloroquine, qu'on a changé nos molécules en prenant les artémétères. C'est cette révolution qui s'est passée. D'accord. Et donc, les Malgaches cultivent et exportent. Ah, d'accord. Et ils avaient remarqué que depuis janvier, les commandes se multipliaient. Ils ont demandé aux Chinois, mais pourquoi vous commandez autant de plantes? Ils n'ont pas répondu. Bon. En même temps, il y a Dr Mouniangui de RDC qui a fait les recherches et travaux pour le palu, qui écrit à tous les pays africains pour leur dire, écoutez,
l'artémisia que vous avez dans vos pays a une action virucide, c'est-à-dire peut fonctionner sur Corona, sur Monsieur Corona. Donc, comme les Malgaches se posaient les questions, ils ont dit, mais voilà, c'est à cause de ça que les Chinois sont en train de nous commander. Et donc, ils avaient déjà cette formule. Eux, donc les ministres de la Santé africains ont félicité les docteurs et tout, mais eux, comme ils avaient déjà leurs bouteilles et ils avaient déjà exporté, ils avaient le son que c'était utilisé là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté le docteur pour qu'il envoie le protocole et qu'ils se mettent avec l'Institut. Madagascar a un institut de recherche. L'Institut malgache de recherche. Ils ont travaillé ensemble et ils ont amélioré la boisson, mais seulement, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas... L'OMS ne pouvait pas tout de suite valider. Ils ont annoncé, alors qu'il y a un process et qu'il faut faire des essais cliniques qui ne sont pas encore faits. D'accord. Mais très bonne nouvelle aujourd'hui, l'OMS soutient l'Afrique. Ah bon? Sans façon. Alors, quand vous dites que l'OMS soutient l'Afrique, c'est à quel sujet particulièrement? Pour la pharmacopée. Il l'avait dit déjà en décembre que l'OMS soutient l'Afrique parce que c'est ce qui permettra à nos populations que chaque pays doit soutenir sa médecine traditionnelle parce qu'ils ont des produits qui permettent à moindre coût, mais que chaque pays doit soutenir sa médecine traditionnelle, mais à condition que les essais aillent jusqu'au bout. D'accord. Qu'il y ait des résultats scientifiques qui démontrent que ce produit et le produit de Madagascar, pour l'instant, n'a pas fini. Mais là, pendant que j'attendais mon tour, comme j'échange avec les gens de l'Artémisia, Dr Mouniangui et tout, il est en route pour la RDC, son pays d'origine, pour continuer les recherches. Son pays va financer, parce que ça coûte très cher, les essais cliniques pour la validation de l'Artémisia sur son effet du Covid-19. D'accord. Alors, d'après les informations que vous avez, est-ce qu'à Madagascar, on utilise ce produit en question pour traiter les cas de malades du Covid déclarés? Et est-ce qu'il y a des résultats qui sont justement convaincants? Police a les résultats. Je crois qu'ils sont pas très nombreux, les Malgaches. Oui, on n'a pas... ils sont 25 à peu près cas. Ils prennent ce produit, très peu de décès. Mais nous aussi, on a très peu de décès, mais nous, on est un pays très visité. Plus un pays est visité, à des échanges et tout ça, commerciaux, plus il y a de cas. Nous, on a le commerce international, national, international. La Côte d'Ivoire est un pays qui bouge beaucoup. Ouais. Troisième destination de tourisme d'affaires en Afrique. Vous avez vu l'Afrique du Sud, comment c'est. Ouais. Et nous, mais ça vient. D'accord. Mais Madagascar, tout le monde le boit. Et très bonne nouvelle, le président malgache a offert à la Côte d'Ivoire des doses pour les malades. Donc, de toute façon, tout ce qui ne tue pas ne peut faire que du bien. D'accord. On va prendre une question, Police Agathon. Alors, la question de Lydia Son, vous avez parlé tout à l'heure du traitement du paludisme qui était dans le temps utilisé, qui est utilisé avec l'artéméter. On a Lydia Son qui demande, est-ce que ce n'est pas l'habitude des Africains, c'est-à-dire les traitements auxquels on a été habitués dans la lutte contre le paludisme, qui nous rendent d'une certaine façon résistants face au coronavirus? Ce n'est pas le traitement. Je pense que l'Afrique a tellement de maladies qu'on ne peut pas dire que c'est le palu où il y a trop de...
il y a plein de suppositions. On dit que c'est la tuberculose, on dit que c'est le paludisme, on dit que... Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on a nos propres traitements qu'on résiste mieux? En fait, ce n'est pas résister mieux aussi. L'Afrique, qui a déjà eu l'expérience d'Ebola, a très vite compris qu'il fallait qu'elle prenne des mesures contre ce nouveau microbe invisible. Ça n'a pas été le cas de l'Occident. Jusqu'à encore il y a fin mars, avril, tu arrivais à l'aéroport, tu n'avais aucun contrôle, rien du tout, tu rentres, tu sors. Moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il vient de récupérer sa fille, il est en Europe, je ne dis pas quel pays, qui était coincé en Inde. Il l'a récupéré il y a 2 jours, il dit je l'ai mis dans ma voiture et on est rentré à la maison. Donc vous estimez, docteur, que les Africains ont été plus responsables dans la gestion de cette crise que les Occidentaux? Oui, parce que mes fonctions me font voyager beaucoup et je vous avoue que je n'ai vu aucune mesure ailleurs qu'en Afrique. D'accord. Et c'est ce qui nous a certainement protégés. Et il faut remercier le président de Madagascar parce que les doses de Côte d'Ivoire sont en route. Ça a été chargé dans l'avion de Guinée-Bissau. Et on espère qu'ils ont atterri pour nous envoyer les doses. Mais j'aimerais quand même prévenir les gens que ce n'est pas parce que l'artémisia pousse en Côte d'Ivoire qu'il faut aller l'avaler n'importe comment. Et je vous assure que c'est en plus à double tranchant. Parce que les seules molécules qu'on a actuellement pour le paludisme, ce sont nos artémétères. Si les gens créent des résistances, on n'aura aucun médicament pour se soigner. Et voilà encore un autre problème. Ça tombe bien que vous soyez là, puisque vous êtes marraine des tradis praticiens de Côte d'Ivoire. C'est une médecine locale avec son efficacité. Donc quel type de dosage faut-il pratiquer avec justement l'artémésia quand on est malade ou quand on n'est pas malade? À vous de nous dire dans les 2 cas. Bon, quand on n'est pas malade, moi je suis partisane pour une demi-dose 1 à 2 fois par semaine. D'accord. En infusion. Oui. Et quand on est malade, c'est 5 grammes dans 1 litre d'eau à boire matin, midi et soir. Pendant combien de jours? Pendant 7 jours. D'accord, merci mais beaucoup. Mais pas en prévention, s'il vous plaît. C'est bien compris, docteur Lisa Caboret. Même si je dois me mettre à genoux, je vais me mettre à genoux. On vous a compris, rassurez-vous. Alors, merci à tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup, mon cher Paulus, et tous les amis autour de la table, et à toutes nos équipes techniques. On fait un gros coucou à tous les natifs de ce jour qui fêtent un anniversaire. Merci beaucoup aussi à Mary Maud pour la trop belle tenue. Et puis voilà, on vous souhaite une excellente journée sur RTI 1. Demain, c'est midi, se poursuit avec Caroline Da Silva jusqu'à jeudi. Allez, portez-vous bien et Dieu vous garde. Ça, il n'oublie jamais, chaque jour.